Bonsoir. L'horloge qui se trouve en face de moi, donc derrière vous, m'indique qu'il est 20h02. Il va bientôt être 20h03. Donc, je pense que les 2 ou 3 minutes de rigueur se sont écoulées et que nous pouvons commencer cette discussion entre nous ce soir sur l'élection, plutôt la réélection pour un second mandat de Donald Trump. Lorsque, pour la première fois en 2016, j'ai entendu que Donald Trump était candidat à la présidence des États-Unis, ma réaction était bien entendu de rigoler, parce que je ne prenais pas cette candidature au sérieux. Très peu de gens prenaient cette candidature au sérieux à l'époque. Et Donald Trump, évidemment, a surpris tout le monde puisqu'il a été élu président des États-Unis en 2016 contre tous les pronostics. Et je dois dire que si au moment où Donald Trump quittait la Maison-Blanche au début de 2021, on avait demandé aux gens, est-ce que vous croyez que dans 4 ans, Donald Trump sera à nouveau président des États-Unis? Certainement, les Trumpistes purs et durs auraient dit oui, mais la plupart des gens, y compris pas mal de partisans de Trump, auraient dit évidemment, c'est pas très sûr, c'est même assez peu probable. À 2 reprises, donc, Trump a déjoué les pronostics. À 2 reprises, il s'est imposé. D'ores et déjà, on peut dire qu'il a sa place dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire de la politique mondiale. C'est un cas hors norme, un cas extrêmement intéressant ou fascinant à beaucoup d'égards. Il y a déjà eu dans l'histoire des États-Unis un président qui a fait 2 mandats non consécutifs. Il s'appelait Grover Cleveland. Je ne crois pas qu'il ait donné son nom à la ville de Cleveland qui se trouve dans l'État d'Ohio, Cleveland étant un nom anglais ancien. C'était un démocrate, c'était le premier démocrate élu à la tête des États-Unis après la guerre de sécession. Le cas, il faut bien dire, le cas est extrêmement rare. Il y a des présidents qui sont réélus pour un deuxième mandat. Il y a des présidents qui sont candidats à leur réélection et qui ne sont pas réélus. Mais être réélu après un, un mandat intermédiaire occupé par une autre personnalité, c'est excessivement rare. En fait, ça ne s'était jamais présenté, sauf Cleveland, avant Donald Trump. L'élection actuelle, l'élection qui s'est déroulée début novembre derrière nous, début novembre 2024, très différente de la première élection Trump. La première élection Trump en 2016, d'abord, nous avions un homme seul qui avait réussi à prendre le vieux parti républicain à l'abordage, mais qui était extrêmement contesté au sein même de ce parti. Ce parti avait dû accepter le verdict des primaires. Une grande partie des cadres et des dirigeants du Parti républicain étaient en fait extrêmement froids envers l'homme qui s'était imposé comme leur candidat. Il avait autour de lui une équipe improvisée de briques et de brocs. Il avait des idées forces qui, incontestablement, avaient séduit une partie suffisante de l'électorat américain, puisqu'il avait été élu. Mais on entrait dans un flou artistique dès qu'on s'approchait des détails de la politique qu'il entendait mener. Il avait en face de lui une opposition démocrate solide, bien installée au Congrès, dominante
dans les médias, dominante dans la classe intellectuelle et même dominante à Wall Street. Enfin et surtout, sa réussite en 2016 était une réussite relative. Vous savez, aux États-Unis, le président n'est pas élu directement par le peuple américain. Il est élu évidemment par les citoyens, par le peuple, dans chaque État. Et ensuite, chaque État, en fonction des résultats obtenus par les différents candidats lors de la journée électorale, envoie un certain nombre de délégués à un collège électoral qui va procéder réellement à l'élection. C'est donc une élection à 2 degrés, une élection indirecte, et ce système a cette particularité que l'on peut, dans certains cas, se trouver devant un président qui n'a pas obtenu la majorité des voix sur le plan national, mais qui obtient une majorité des représentants au collège électoral. La majorité des voix sur le plan national, dans le langage politique américain, on appelle ça le vote populaire. Donc, il y a des présidents qui ne détiennent qu'une minorité en termes de vote populaire, mais qui tout de même, à travers le système indirect, ont réussi à disposer d'une majorité de représentants État par État. C'était le cas, ça a été le cas effectivement de Donald Trump en 2016. Et compte tenu de tout ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire du fait que cette candidature était considérée pratiquement comme un accident de la politique jusque dans une partie du Parti républicain, eh bien, on ne s'est pas fait faute pendant toute la première administration Trump de prétendre que Trump n'était pas entièrement légitime. Et au fur et à mesure que son comportement politique a pu poser problème aux uns et aux autres, disons que la non-légitimité, entre guillemets, de son élection a pesé de plus en plus lourd dans l'esprit d'un certain nombre de personnes. En 2024, la situation est radicalement différente. D'abord, le parti républicain est devenu un parti trumpiste. Il y a eu des primaires au sein du Parti républicain, il n'y en a pas eu au même moment dans le Parti démocrate, mais il y a eu donc des primaires dans le Parti républicain et Trump s'est imposé presque immédiatement, euh, d'une manière totalement écrasante. Le, le parti a été remodelé, sinon par Trump lui-même, du moins par le phénomène politique global et massif qu'il représente. Deuxièmement, le Trumpisme de 2024 diffère profondément du Trumpisme de 2016, en ce sens qu'il n'y a plus seulement les intuitions personnelles de Trump, elles sont très importantes, mais il y a aussi une doctrine qui s'est élaborée en 8 ans, qui s'est élaborée pendant la première administration et qui ensuite s'est élaborée pendant la traversée du désert, les 8 années Biden, une doctrine originale. J'ai dit 8, pardon, 4, oui, pardon. Je veux dire qu'il y a eu 8 années de gestation et de consolidation du Trumpisme, dont effectivement la traversée du désert des 4 années Biden. C'était bien suffisant. Et donc, ceci est un changement considérable. Ensuite, une autre différence, c'est que les idées de Trump en 2016 pouvaient être considérées comme des idées d'outsiders, des idées d'une quelque sorte qui cassaient la baraque. En 2024, la situation est complètement différente. Ce sont devenues des idées mainstream. Ce sont devenues des idées qui frappent
l'ensemble de l'opinion américaine et qui séduisent des secteurs extrêmement variés de l'opinion américaine. Enfin, en face de Trump, euh, le Congrès aujourd'hui est dominé par les républicains, les deux chambres du Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants, et surtout les médias, la classe médiacratique ou médiocratique et intellectuelle sont, c'est une grande différence avec les années précédentes, sont totalement dévalorisées face au phénomène Trump. D'abord parce qu'elles n'ont pas été capables de, de l'appréhender, parce qu'elles l'ont traité par le mépris, alors que c'était réellement un phénomène profond au sein de l'opinion et de la politique américaine. Et puis surtout parce que, et finalement c'était peut-être l'une des raisons fondamentales du succès de Trump en 2024, parce que le Parti démocrate lui-même avait connu sous les années Biden une telle dérive qu'une bonne partie de la société américaine désormais avait décidé tout simplement de ne plus les écouter. Les démocrates étaient devenus, dans une très large mesure, inaudibles. En 2020, évidemment, Trump s'était présenté à sa réélection. Et il n'avait pas été réélu. C'était Joe Biden qui avait été réélu. Il faut dire que l'élection de 2020 s'était déroulée dans une situation d'extrême confusion et même de chaos politique en Amérique. D'abord, il se déroulait à un moment où le Covid battait encore son plein, et le Covid, comme on le sait, a totalement désorganisé et l'économie et la société américaine. Ensuite, c'était une élection qui avait été marquée par un certain nombre de bizarreries électorales, notamment par la généralisation du vote par correspondance, d'un vote par correspondance dans certains États pas du tout vérifié, d'où des soupçons et, dans certains cas, de fortes présomptions d'irrégularité. Euh, un autre fait tout à fait rare dans la politique américaine a été que euh, Trump, à la suite de la proclamation des résultats en faveur de Biden, n'a pas voulu les reconnaître, ce qui est très très rare dans le système politique américain. Et enfin, il y a eu euh, le 6 janvier 2021, un événement lui aussi sans précédent, une manifestation en faveur de Trump par ses partisans qui s'est terminée, comme vous le savez, par la prise d'assaut du Congrès, manifestation qui a été décrite par les adversaires de Trump comme une tentative de coup d'État. On peut dire que au moment où Biden s'installe à la Maison-Blanche, il y a 4 ans, euh, tout le monde peut se dire que Trump est fini, que il est allé de catastrophe en catastrophe pendant l'année 2020. Les uns déplorent cette situation, d'autres s'en réjouissent. On s'attend au pire pour Trump au cours des années qui vont venir. Et de fait, pendant les années Biden, on a tout fait pour mettre vraiment la tête de Trump sous l'eau, pour tirer profit de ce qui s'était passé au moment de l'élection, de sorte à l'exclure totalement du jeu politique. Il y a eu une ribambelle de procès. Je crois qu'à un certain moment, il y avait jusqu'à 32 procès en cours qui avaient été déclenchés contre lui. Il y a eu une tentative d'impeachment après qu'il ait quitté la Maison-Blanche, ce qui est, je crois,
sans précédent aux États-Unis. Il faut bien dire que Trump, à titre personnel, risquait la faillite financière. Et comme vous le savez, Trump est remonté. Il est remonté de façon tout à fait spectaculaire. Il est remonté et l'année 2024 a été l'inverse de l'année 2020, c'est-à-dire que, au contraire, ça a été une année de triomphe pour Trump. Je voudrais, avant toute chose, dire ceci, c'est que le retour de Trump est dû à beaucoup de choses, mais le plus grand allié, évidemment, de Trump en 2024, ça a été le président sortant, Joe Biden. Qu'on le veuille ou non, l'image de cet homme visiblement vieilli, visiblement dépassé par les événements et surtout visiblement manipulé par son entourage, euh, créait un effet de repoussoir qui a servi un Trump qui, au contraire, manifestait une vitalité étonnante. Alors, 2024, l'année faste de Trump, d'abord, il y a eu des primaires qui, comme je le disais il y a quelques instants, se sont soldées par une victoire totale en sa faveur. Deuxièmement, il y a eu ce qu'on peut appeler le doigt de Dieu. Vous savez qu'un attentat a failli tuer Trump pendant l'été. La balle est réellement passée elle n'est pas passée d'ailleurs à 1 centimètre de Trump. Elle l'a réellement blessé, mais il s'en est fallu de très peu de choses pour que, au lieu d'effleurer son oreille, elle ne se loge dans sa tête et ne mette fin à ses jours. La manière dont Trump a non seulement échappé à cet attentat, mais a été capable alors même qu'il était à terre, de se redresser, de brandir son poing et de dire à tout le monde, fight, 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 battez-vous, 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 et ceci en direct, en prime time et en direct sur toutes les télévisions américaines. C'est quelque chose qui a totalement bouleversé l'Amérique, qui a galvanisé ses partisans et qui a ébranlé aussi de manière subliminale ses adversaires. Ensuite, au fur et à mesure que la campagne de Trump prenait de, disons, de l'ampleur, de l'essor, il y a eu, et de manière de plus en plus palpable, sensible, il y a eu un phénomène de panique totale au sein du Parti démocrate, qui n'arrivait pas à comprendre comment cet homme qui semblait, qui avait passé pour être fini 4 ans plus tôt, était en train de visiblement gagner cette élection. Et le Parti démocrate, à ce moment-là, a fait quelque chose qui lui paraissait logique, nécessaire, etc. Il a limogé Biden de manière assez brutale et il a installé à la place de Biden la vice-présidente Kamala Harris. Alors, il faut bien dire que les experts politiques du Parti démocrate, en faisant ça, n'ont pas compris à quel point cette manœuvre allait être une catastrophe pour eux. D'abord parce que il y avait un problème. On disait pratiquement ouvertement que Biden n'était pas capable d'être président. Donc, en fait, on validait le sentiment ou les critiques de beaucoup d'Américains, y compris des partisans de Trump, qui avaient dit que, effectivement, Biden n'était pas capable de gouverner l'Amérique, était disons, un président fantoche, probablement manipulé par d'autres. Ces accusations ou ces soupçons étaient, encore une fois, validés de manière spectaculaire par l'appareil du Parti démocrate, dans la mesure où on forçait Biden à se retirer et on installait Kamala Harris à sa place. Deuxièmement,
Kamala Harris a été installée par un simple vote de la Convention démocrate. Elle n'a pas été intronisée par des primaires. Il n'y a pas eu de primaire au Parti démocrate, tout simplement parce que le candidat était le président sortant, Biden. Il y a eu bien sûr quelques petits candidats, comme il y en a toujours, mais c'était symbolique. Il n'y avait pas de réel candidat contre Biden. Voilà que on nomme à la place de Biden une personne qui n'a pas fait le parcours des combattants propre à la démocratie américaine, c'est-à-dire le cursus des primaires. Ensuite, il faut bien dire que Kamala Harris, euh, elle était ce qu'elle était, mais elle n'était pas extrêmement convaincante. Elle n'avait ni charisme, ni idée politique claire. Et qui plus est, une fois qu'elle a été intronisée, elle n'a pas réellement fait campagne non plus. Et quand elle faisait campagne, c'était pour répéter sempiternellement le même programme extrêmement vague, sans entrer dans les détails. Au total, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu d'un côté un homme avec certainement ses défauts, avec une histoire mouvementée, mais enfin un homme vrai, un homme qui, au même âge que Biden pratiquement, avait montré une vitalité extraordinaire pendant les primaires et une réactivité euh, tout à fait hors norme au moment de l'attentat qui le visait. Un homme vivant. Et en face, on avait ce qu'il faut bien appeler un hologramme. Entre un homme vivant et un hologramme, on peut comprendre que l'Amérique, en définitive, a préféré choisir l'homme vivant. À cela s'ajoute euh, que Trump a probablement eu un coup de génie à un certain moment. Non seulement il a fait une bonne campagne, une campagne intelligente, etc., mais il a eu un coup de génie en choisissant quelqu'un d'inattendu et quelqu'un de très convaincant comme vice-président. Il a nommé un homme de 40 ans euh, au, au poste de candidat à la vice-présidence. Euh, il s'agit de celui qui est maintenant le vice-président des États-Unis, Vance. Et alors, la première chose, c'est que un homme jeune qui accompagne un Trump dont tout le monde sait qu'en fait, c'est un homme âgé. C'est quelque chose d'extrêmement rassurant du point de vue politique américain. On se dit, il y a donc une relève qui est assurée. Deuxièmement, un homme jeune, c'est un homme qui a du charisme, c'est un homme fatalement, par son âge. En plus, Vance a réellement un charisme personnel, nous allons en parler dans quelques instants. Mais euh, ce qui se passe, c'est que les gens se sont dit, si quelqu'un dont on dit qu'il est aussi égocentrique que Trump, le propre d'une personnalité égocentrique, c'est de ne pas supporter autour de lui quelqu'un qui peut lui faire de l'ombre, de ne pas supporter un candidat ou un remplaçant potentiel. Nous savons que c'est un problème qui existe dans beaucoup de pays et dans beaucoup de situations politiques. Le fait qu'il ait choisi un homme jeune et charismatique, encore une fois, nous allons en parler dans quelques minutes, c'était un énorme argument en faveur de Trump, parce que Trump, soudain, apparaissait comme l'homme qui, en plus de ses diverses qualités, les diverses qualités que ses partisans d'abord, et ensuite une partie du reste de l'opinion américaine avait décidé de lui reconnaître, en plus de ses qualités, il avait un courage personnel et politique important et ce qu'il faut bien appeler un sens de l'État, un sens des intérêts supérieurs de la nation, en choisissant un homme jeune et à la personnalité non insignifiante comme co-listier.
je dois à ce point revenir sur euh, la première élection de Trump pour vous dire deux choses. La première chose, c'est qu'au fur et à mesure que la première campagne de Trump se déroulait, euh, on s'est aperçu à quel point elle correspondait à quelque chose de très profond en Amérique. Ici, vous me permettrez de raconter une petite anecdote personnelle. Lors des élections présidentielles de 2004, je me trouvais à Boston, qui était le fief de John Kerry, le candidat démocrate qui s'opposait au président sortant, George W. Bush. Et j'étais sur place à Boston, pas du tout pour couvrir l'élection américaine, c'était un hasard, mais pour faire quelques conférences dans les universités. Vous savez qu'il y a un très grand nombre d'universités, il n'y a pas que Harvard, il y a beaucoup d'universités à Boston, et je devais faire un certain nombre de conférences. Comme je devais faire un certain nombre de conférences, les organisateurs avaient mis à ma disposition une voiture et un chauffeur qui me conduisait aux différents endroits où je devais aller jour après jour. Donc fatalement, je commence à parler avec ce chauffeur. Il me raconte qu'il est d'origine tchèque et qu'il est venu s'installer aux États-Unis à la fin des années 70. Et donc je lui dis, ça a dû vous faire une différence en quittant un pays communiste comme la Tchécoslovaquie et de vous trouver dans un monde différent aux États-Unis. Et il me dit à ce moment-là, oui, c'est vrai, mais vous savez, tout n'est pas rose aux États-Unis. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Alors je lui dis, oui, sans doute, sans doute. Il me dit, oui, il y a beaucoup de problèmes et des problèmes auxquels on ne pense pas toujours. Et il me raconte ceci. Vous voyez, mon métier, c'est de conduire des gens comme vous dans les différents endroits où ils font des conférences. Alors, vous, toutes vos conférences sont concentrées dans la région de Boston, mais il m'arrive souvent de conduire un conférencier à travers les États-Unis. Et donc, ce qui se passe, c'est que à travers ces périples, je vois une Amérique dont personne ne parle. Je vois une Amérique industrielle qui est tombée en friche. Je vois une grande partie de l'Amérique ouvrière blanche d'autrefois qui est au chômage depuis des années et pour lequel le rêve américain n'existe plus. Je vois un pays qui est en crise, qui a mal et qui est très différent de l'image que Washington ou Boston ou New York ou la Californie peuvent donner. Eh bien, ça, c'est une Amérique que Trump, d'emblée, dès sa première élection, avait vue et avait décidé de représenter. En Israël, comme vous le savez, on parle beaucoup du premier Israël et du deuxième Israël. De la même manière, en Amérique, il y a une première Amérique et une deuxième Amérique qui n'est pas, contrairement à ce que l'on prétend souvent, qui n'est pas l'Amérique des Noirs, des minorités, de toutes sortes de gens exclus, comme on dit. Non, qui est une Amérique profonde, qui peu à peu s'est laissée distancer par une Amérique élitaire. Et Trump avait compris cela. Un des points essentiels de sa personnalité est en effet d'avoir su toute sa vie, c'est un milliardaire, c'est un homme d'affaires milliardaire, mais néanmoins, il a eu toute sa vie, pour des raisons diverses, euh, la capacité de discuter avec tout le monde, la capacité de ne pas mépriser une Amérique pauvre ou marginale, de ne pas mépriser les gens qui travaillent, de ne pas mépriser les gens qui ne sont jamais allés à l'université. C'est une très grande force.
La deuxième chose à propos de Trump, qui avait expliqué sa première victoire, c'était que Trump, avant de faire de la politique, avait quand même fait pendant une quinzaine d'années de la télévision. Et il n'avait pas fait de la télévision seulement en produisant des émissions de télévision. Un milliardaire peut se permettre de faire ça. Non, il avait fait de la télévision en étant lui-même un animateur de programmes télévisés. Donc il avait appris à parler, à discuter, à écouter, à donner la réplique en temps réel et de manière à toucher le plus grand nombre de téléspectateurs possible. Il avait eu un entraînement que, il faut bien dire, aucun autre homme politique américain n'avait eu. Je laisse de côté le cas de Ronald Reagan qui avait été acteur de Hollywood, mais il y a quand même une différence entre un film de Hollywood et le temps réel, le direct de la télévision. Ces qualités qui avaient été si importantes lors de sa première élection ont été évidemment à nouveau les clés de sa réélection en 2024. Donc, dans quelques jours, le 20 janvier, Trump va se réinstaller à la Maison-Blanche. Il y a eu une rencontre entre Trump et Biden qui, paraît-il, s'était déroulée de manière cordiale. Actuellement, l'entourage de Trump et Trump lui-même disent que l'entourage de Biden fait tout ce qu'il peut pour saboter le retour de Trump à la Maison-Blanche. Nous verrons bien comment les choses se passeront le 20 janvier. Mais ce qui est clair, c'est que, sauf extraordinaire et imprévu, il y aura bien une deuxième administration Trump qui commencera dans quelques jours. Alors, Trump aurait pu faire comme le font généralement les hommes politiques, les présidents élus, c'est-à-dire commencer par installer une équipe de transition. Il n'a pas voulu faire cela. Au lieu de passer par ce processus un peu long qui nourrit évidemment les spéculations, les discussions, etc., il a préféré donner directement les noms des membres importants de sa prochaine administration. Euh, Donc, nous avons un certain nombre de noms et il n'est pas inintéressant, effectivement, de les regarder. Tout d'abord, il a un chief of staff, c'est-à-dire un chef de cabinet. C'est une femme qui s'appelle Susie Wiles et en fait, c'est la personne qui a piloté sa campagne en 2024. Ensuite, nous avons au secrétariat d'État, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères, le sénateur Marco Rubio, à la Défense, quelqu'un qui était surtout connu pour ses interventions journalistiques sur la défense, Pete Eggert. Euh, Nous avons à la santé un démocrate rallié, Robert Kennedy Jr. Nous avons, en tant qu'ambassadrice aux Nations Unies, euh, Élise Stefanik. Alors, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, mais c'est une personne qui est intervenue de manière extrêmement incisive contre la dérive antisémite dans les grandes universités américaines depuis le 7 octobre 2023. Pardon? Oui, qui a été nommée. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, elle est nommée comme ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Ce n'est pas ce que j'ai dit? Ah bon, d'accord, très bien.
Nous avons une autre personne un peu controversée qui s'appelle Tulsi Gabbard, qui a été nommée à la fonction de responsable général du renseignement. En ce qui concerne le Moyen-Orient, Moyen-Orient est une région qui, je suppose, nous intéresse beaucoup. Il a nommé un ambassadeur en Israël qui s'appelle Mike Huckabee, qui est connu non seulement pour être pro-israélien, mais pro-judéo-samarien, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un cas, c'est une innovation, n'est-ce pas? Il a nommé en tant que représentant personnel du président au Moyen-Orient Steve Whitloff, qui est à peu près dans les mêmes idées que Huckabee. Il y a aussi un conseiller spécial du président pour les relations avec le monde arabe, qui est d'origine arabe, ou plus exactement libanaise, chrétienne, maronite, Massad Boulos. On a beaucoup glosé sur le fait que c'est le beau-père de sa fille Tiffany, et un certain nombre de gens se sont demandé si l'influence de ce beau-père arabe n'allait pas contrebalancer celle qu'avait pu avoir à une autre époque son gendre juif, Jared Kushner. Il faut ajouter deux nominations spectaculaires et un peu étranges, celle du milliardaire et innovateur Elon Musk et celle d'un d'une personne qui a été candidat contre lui, qui est d'origine indienne, Vivek Ramaswamy, qui est une sorte d'ultra-libertarien, c'est-à-dire qui appartient à cette tendance de la politique américaine qui demande la privatisation de toute chose et le démantèlement pratiquement intégral des structures du gouvernement américain. Ces deux hommes sont censés excusez-moi, gérer ensemble un nouveau ministère, le ministère pour l'efficacité du gouvernement américain. Personne ne sait exactement, euh, personne ne sait exactement comment ce ministère va fonctionner, personne ne sait exactement quelle va être sa fonction. Il faut dire que la nomination d'Elon Musk euh, a suscité beaucoup disons, d'interrogations, y compris parmi les Trumpistes les plus déterminés. Euh, il y a eu des gens qui ont dit, mais est-ce que Trump, Elon Musk, dont on connaît le comportement, ne va pas s'imaginer que c'est lui le véritable président des États-Unis? Est-ce qu'il ne va pas s'imaginer qu'il a pratiquement acheté les États-Unis en faisant élire un président qu'il avait soutenu? Il y a une problématique, nous allons revenir sur cette problématique. Enfin, il y a eu deux personnalités dont Trump n'a pas voulu. La première personnalité, c'est Nikki Haley, très populaire dans la communauté juive américaine. Et la deuxième personnalité, c'est Mike Pompeo, qui lui est plutôt le représentant disons, du monde chrétien américain, qui a été un très bon secrétaire d'État de Trump pendant le premier mandat. Et pour des raisons diverses, Trump n'a pas voulu le réinstaller. Il y a donc, au-delà de ce cabinet, il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres responsables qui ont été nommés. Je ne vais pas les énumérer tous, ce serait fastidieux. Mais il faut bien s'attarder un instant sur la personnalité du vice-président, James David Vance. Comme je vous ai dit, il a 20 ans, puisqu'il est né le 2 août 1984. Moi, je suis né un 1er août, mais 1948. Donc voilà, on n'est pas loin. Il y a presque un anagramme entre lui et moi au niveau de la date de naissance. Il est né dans l'Ohio,
un très bel État des États-Unis, mais dans une région extrêmement pauvre de l'Ohio, une famille, comme on dit, de petits blancs. Et à cela s'ajoute que c'était une famille dysfonctionnelle, puisque, puisque sa mère a divorcé de son père et eu par la suite une vie assez mouvementée, avec notamment une descente dans la drogue. Euh, L'un dans l'autre, il est intéressant de voir que Vance, en fait, n'est pas né sous le nom de Vance. Vance est le nom de sa mère. Il s'est appelé successivement Bowman, c'est le nom de son véritable père, le premier mari de sa mère. Il s'est appelé ensuite Hamel, du nom du deuxième mari de sa mère. Et il n'a pris le nom de Vance que beaucoup plus tardivement, le nom de sa mère. Il a décidé de porter ce nom beaucoup plus tardivement lorsqu'il a obtenu un doctorat de droit. Et il faut bien dire qu'il n'était pas du tout évident pour euh, quelqu'un avec son profil et ses origines, n'était pas du tout évident qu'il puisse un jour être docteur en droit et qui plus est, euh, docteur en droit lauréat de l'université de Yale, une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Il y a eu une histoire très américaine, et j'ajouterais très trumpienne, d'un homme parti de rien, d'un homme du peuple, d'un homme qui vient d'une famille à problème et qui réussit par le travail uniquement, à faire des études, d'abord dans une université de second rang, l'université d'Ohio, puis à Yale, à obtenir un doctorat de droit et ensuite, à partir de là, entamer une carrière d'homme d'affaires d'abord, puis d'homme politique, qui, à 40 ans seulement, fait de lui le vice-président des États-Unis. À cela s'ajoute pour Vance quelque chose de peu commun. En effet, il y a environ une dizaine d'années, quand il n'avait qu'une trentaine d'années, donc, Vance a écrit un livre sur l'histoire de sa famille qui s'appelle L'élégie d'un hillbilly. Le hillbilly, si vous savez peut-être ce que c'est une variante de la musique populaire blanche américaine. C'est vraiment la musique des très petits blancs, des blancs quasi misérables qui habitent les régions les plus isolées des États-Unis. Le terme hillbilly s'applique à la musique, s'applique à la culture de ces gens et peut s'appliquer également à ces gens eux-mêmes. Donc, ce livre, c'est l'histoire de sa famille, une famille de hillbilly. C'est une histoire qui a parlé, qui a touché énormément les Américains. On s'est dit, voilà un homme pas ordinaire, quelqu'un qui finalement est peut-être plus intéressant encore que Obama, qui lui aussi est un Américain de la périphérie, noir, d'origine à demi étrangère, est devenu lui aussi docteur en droit, non pas à Yale mais à Harvard, etc. On avait une version petit blanc d'Obama et je crois que ça a compté beaucoup dans la formation de l'image de Vance et dans le charisme qu'il peut avoir aujourd'hui. Alors, j'ajouterais ceci. Vance, en 2016, est hostile à Obama. Ah, pardon, excuse-moi. Est hostile à Trump. C'est un anti-trumpiste. Et un an plus tard, il est devenu trumpiste. Il a été séduit et conquis
par Trump. Il a compris que Trump n'était pas ce que l'on prétendait qu'il était, mais qu'il était un phénomène tout à fait nouveau et intéressant dans la vie politique euh, américaine. Jared Kushner, le mari d'Ivanka Trump, le gendre de Trump, qui avait joué un rôle déterminant dans la première administration Trump, notamment en pilotant les accords d'Abraham de 2019. On a dit de lui pendant un certain temps qu'il avait été un petit peu mis à l'écart parce qu'il n'avait pas soutenu suffisamment son beau-père quand celui-ci avait eu des soucis après les événements du 6 janvier 2021. En fait, on s'est aperçu que la réalité est un peu différente. Au moment où la famille Trump avait craint des représailles euh, financières de la part du système judiciaire américain, euh, à ce moment-là, en réalité, Jared Kushner avait géré en quelque sorte la fortune familiale Trump de manière à ce qu'elle ne soit pas compromise dans un éventuel naufrage de l'ex-président. Nous savons que Jared fait toujours partie du cercle étroit de Trump dans la 12e administration. On l'a vu et on l'a entendu sans arrêt pendant les semaines qui sont écoulées depuis le mois de novembre. Euh, De même que Jared n'a pas officiellement fait partie de la première administration, il ne fera pas partie de la deuxième administration, mais il va jouer un rôle certainement important. Je cite de mémoire un homme dont vous pourrez entendre parler, c'est le sénateur Tom Cotton, qui passe pour être le sénateur le plus à droite de toute l'histoire des États-Unis. Euh, c'est l'incarnation de l'orthodoxie républicaine de droite la plus intransigeante. Il n'a pas été intéressé à faire partie de l'administration actuelle. On peut s'attendre à ce qu'il apporte un soutien avisé et constant au Congrès, à, au président qui a été réélu. Grande question. Voilà donc Trump de nouveau à la Maison-Blanche avec une équipe tout à fait intéressante, cohérente, avec quelques personnalités flamboyantes certainement, mais enfin dans l'ensemble c'est une équipe euh, de poids. Pour faire quoi? Finalement, en quoi va-t-il y avoir une deuxième saison de la saga Trump? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle, quelle différence il va y avoir avec la première? Où va-t-on? Je voudrais dire d'abord qu'il y a eu chez Trump, depuis très longtemps, une extraordinaire stabilité dans les idées. J'ai vu, il y a 8 ans, au moment de sa première élection, un montage sur Internet passionnant où on avait repris un très grand nombre de vidéos depuis la fin des années 70 où Trump, d'abord très jeune, puis devenant peu à peu le Trump que nous connaissons aujourd'hui, s'exprimait sur un certain nombre de sujets politiques. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que euh, de vidéo en vidéo, Trump dit toujours la même chose. Trump est un homme qui a quelques idées forces, un nombre finalement pas très étendu d'idées forces, mais il n'a jamais changé d'idée. La première idée, c'est son sens de l'Amérique vraie.
dès ses premières interventions, il parle de, de l'Amérique, du peuple américain, des Américains qui travaillent. Il n'a jamais changé sur ce plan. Deuxièmement, il se veut réaliste, ou comme on dit en anglais américain, no nonsense. Et là encore, cela reste une constante de son discours politique, de ses idées politiques, de son programme politique. Et c'est une constante qui, bien sûr, contraste avec les dérives de plus en plus idéologiques des démocrates. Autre point qui n'a jamais changé, c'est un anti-globaliste. C'est-à-dire qu'il croit profondément, il a toujours cru, il a toujours dit que en devenant, disons, la puissance universelle qui soutient l'ensemble de l'ordre mondial depuis 1945, l'Amérique, d'une certaine façon, a fait une sorte de, je dirais pas pacte avec le diable, mais plutôt un marché délicat, un marché où, bien sûr, elle a gagné beaucoup de choses, mais en même temps, elle a perdu beaucoup de choses. La globalisation, cela signifie que l'Amérique a aidé le reste du monde à s'enrichir et à se développer, mais qu'elle a perdu une partie de sa puissance industrielle et qu'elle a accumulé une dette considérable. Le globalisme, cela veut dire que l'Amérique intervient partout et est tenue pour responsable de tout ce qui se passe sur la Terre, mais que les intérêts nationaux américains, parfois, sont perdus de vue. Tout cela, c'est des idées qui, sans arrêt, ont été formulées par Trump et qui sont toujours les idées forces aujourd'hui. Ce sont des idées, bien sûr, qui détonnaient il y a 8 ans, qui ont pu faire peur, qui continuent à faire peur, qui font peur, par exemple, aujourd'hui aux Européens, aux Français, etc. Mais la grande question qu'il faut se poser, c'est, premièrement, est-ce que ces idées font vraiment peur aux Américains? De toute évidence, non. Et deuxièmement, et si finalement il avait eu raison sur ces plans depuis le début? Ce sont des questions intéressantes. Quel va être son programme? Je vais parler rapidement de l'intérieur, puis de sa politique internationale. À l'intérieur, quand on regarde sa campagne électorale, son discours aujourd'hui, le discours des personnes qu'il a choisies pour l'accompagner dans sa nouvelle administration. Premièrement, il y a un point très important, c'est la déwokisation de l'Amérique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous savez ce que ça signifie. Cela signifie notamment pour lui, il l'a dit de manière très claire, mettre fin au système DEI, c'est-à-dire l'imposition par la contrainte gouvernementale de la diversité dans toutes les structures économiques ou politiques ou administratives. Et deuxièmement, cela signifie une politique de réaction ferme et tout simplement de répression contre les étrangers qui porteraient atteinte à l'ordre public américain. Suivez mon regard, il a affirmé lui-même et les gens qui sont autour de lui l'ont répété avec beaucoup de force, notamment le fameux sénateur Tom Cotton dont je vous parlais il y a quelques minutes. Cela signifie que les étudiants pro-palestiniens d'origine étrangère qui ont fait régner la terreur, une terreur anti-juive dans les campus depuis plusieurs années et de manière renforcée depuis le 7 octobre 2023, eh bien, purement et simplement, c'est l'engagement électoral de Trump. Eh bien, tout simplement, ils vont être chassés des États-Unis, expulsés des États-Unis. C'est une politique, c'est le décapage du big government. Bon, ça c'est très américain. Vous savez, chaque pays a sa manière de concevoir l'État, le gouvernement.
dire aux Français qu'on va réduire le rôle de l'État, les Français immédiatement se prennent la tête entre les mains. Euh, les Israéliens font semblant d'être plus pragmatiques, mais je crois qu'ils auraient tendance eux aussi à faire à peu près avoir la même réaction. En Amérique, cette idée qu'on va dégraisser le gouvernement, dégraisser l'administration, c'est une idée qui est populaire, qui est très populaire. Est-ce que réellement on va passer d'un certain nombre de mesures à une véritable révolution en la matière, comme Elon Musk, par exemple, le promet? Nous allons le voir. La politique économique va être dans la suite de ce qu'a été la politique économique dans la première administration Trump, c'est-à-dire c'est une politique qui soutient l'entreprise et qui soutient euh, les employés, les travailleurs. C'est une politique de création d'emplois, de développement de l'économie, de développement de l'industrie, de réindustrialisation des États-Unis, de rééquilibrage du commerce international américain, c'est-à-dire, parler brutalement, d'empêcher les importations massives venant de Chine et de rendre aux producteurs américains la possibilité de conquérir et de maintenir leur place sur le marché domestique intérieur américain. C'est le blocage total de l'immigration illégale. Sur ce plan, Trump joue sur le plan de l'opinion sur du velours parce que la politique de l'administration Biden a été juste le contraire et elle s'est traduite par la plus grande vague d'immigration illégale que les États-Unis aient connue depuis leur création. Mais j'insiste là-dessus, le programme ne parle pas d'une suppression de l'immigration légale aux États-Unis. Sur le plan international, l'administration Trump, c'est America First, c'est-à-dire les intérêts de l'Amérique d'abord. Alors le slogan America First est un slogan qui a eu beaucoup de mal à passer et à s'imposer parce que ça avait été, avant 1941, celui des pro-nazis en Amérique. C'était celui du fameux Lindbergh, l'aviateur, qui était aussi un pro-nazi convaincu et qui essayait de faire en sorte que l'Amérique ne s'engage pas dans la Deuxième Guerre mondiale aux côtés de l'Angleterre, puis aux côtés de l'Angleterre et de l'Union soviétique contre l'Allemagne. Donc, reprendre cette idée, ça a été un petit peu difficile à accepter, mais peu à peu, je crois que beaucoup d'Américains comprennent mieux pourquoi Trump a repris cette formule extrêmement simple. C'est exactement cela, c'est-à-dire que nous devons repenser la politique américaine en fonction des intérêts américains et en écartant les engagements trop nombreux et selon son opinion euh, quasi absurdes que les Américains avaient pu prendre ici et là. Cela suppose le décapage de l'OTAN, cela suppose une remise en cause de la relation entre les États-Unis et les Nations Unies, cela repose sur un certain nombre d'initiatives sur la coopération économique et les conditions de la coopération économique avec tel ou tel autre groupe de pays dans le monde. Le rival des États-Unis est désigné par la nouvelle administration Trump, c'est essentiellement la Chine. Euh, Face à la Chine, est-ce qu'il faut envisager une sorte de grande Amérique du Nord? Vous avez entendu ces propositions quelque peu spectaculaires de Trump proposant au Canada de rejoindre les États-Unis, parlant d'acheter le Groenland au Danemark. Tout cela est, je le disais, spectaculaire, tout ça est provocateur. Il y a une logique géopolitique derrière ce genre de proposition.
Enfin, Trump a beaucoup insisté sur le fait qu'il voulait être le président de la paix. C'est-à-dire qu'il prétend que, une fois arrivé au pouvoir, l'Amérique pèsera pour la résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine, notamment en ne faisant pas porter à la seule Russie la responsabilité de ce conflit, que les États-Unis pèseraient pour euh, un nouveau processus de paix au Moyen-Orient, je vous rassure tout de suite, essentiellement fondé sur une extension des accords d'Abraham de 2019. Et évidemment, on peut se poser la question de l'Iran. Euh, on sait que Trump a des idées sur l'Iran. On sait aussi que il a un ressentiment très violent contre l'Iran parce que il a entre ses mains les preuves du fait que l'Iran, à plusieurs reprises, a voulu l'assassiner. Et ce sont des choses qu'il ne peut pas facilement euh, pardonner. Alors, nous en voici évidemment à la question clé. Trump, les Juifs, Trump et Israël. Premier chiffre. Les Trumpistes, c'est-à-dire les républicains d'aujourd'hui, et les gens qui ont voté pour Trump sont massivement pro-israéliens. Les derniers chiffres donnent euh, entre 80 et 90% de ce milieu qui soutiennent totalement Israël, notamment dans sa guerre actuelle contre l'Iran, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. À titre de comparaison, actuellement, on n'arrive même pas à 50% de pro-israéliens dans les mêmes termes chez les démocrates. Deuxièmement, les Israéliens sont massivement trumpistes. Je vous renvoie à un sondage qui a été réalisé par l'Institut israélien pour la démocratie, une organisation dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se situe, disons, au centre-gauche. Et ce sondage, qui a été publié 2 jours avant l'élection américaine, indiquait que sur l'ensemble des citoyens israéliens, juifs et arabes réunis, 65% pensaient que Trump serait un meilleur président américain pour Israël que Kamala Harris. Chez les juifs israéliens, 77%. Chez les jeunes juifs israéliens, c'est-à-dire de moins de 35 ans, 90%. Ce sont des chiffres qu'on ne retrouve absolument pas dans aucun autre pays au monde. Donc, les Trumpistes sont massivement pro-israéliens et les Israéliens sont massivement Trumpistes. Alors, le seul point embarrassant dans tout ça, c'est les Juifs américains. Euh, les Juifs américains, c'est très simple. Il y a 7,5 millions d'Américains qui se déclarent juifs. Mais ils se déclarent juifs à travers une simple déclaration, justement. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a décidé de se déclarer juif est considérée comme juive par les sondages ou les études, les enquêtes, surveys de ce type. Ce que nous savons, c'est que chez les juifs non religieux, séculiers, comme on dit, trilonymes, en quelque sorte, américains, chez les juifs non religieux, ou chez les juifs qui appartiennent aux synagogues non orthodoxes, la synagogue réformée, la synagogue dite conservative. On a voté à 80% contre Trump, pour Kamala Harris. Chez les juifs orthodoxes, on a voté à 90% pour Trump. La question très importante est de savoir qui représente mieux, en fait, le judaïsme américain. Est-ce que c'est la majorité non orthodoxe ou la minorité orthodoxe?
Globalement, ce que nous pouvons dire, c'est que les nominations qu'a fait Trump depuis son élection, vous vous rappelez la liste de personnes que j'ai énumérées tout à l'heure, c'est l'administration la plus pro-israélienne de toute l'histoire des États-Unis. Vous vous rappelez de l'administration Reagan, il y avait une partie de l'administration qui était pro-israélienne, une autre partie qui était anti-israélienne. Vous vous rappelez de George W. Bush, lui-même à titre personnel pro-israélien, il y avait des pro-israéliens dans son administration, il y avait beaucoup d'anti-israéliens dans son administration. Chez les démocrates, Clinton, relativement pro-israélien, mais avec un parti démocrate qui de plus en plus s'éloignait du soutien inconditionnel à Israël. Ici, nous avons une administration qui est pro-israélienne comme aucune autre administration américaine ne l'a été jusqu'à présent. Ce qui n'est pas évidemment une garantie absolue pour ce qui va se passer à partir du 20 janvier, mais tout de même, on peut se dire que euh, Israël a probablement échappé à une situation passablement dramatique grâce à l'élection de Trump. De ce point de vue-là, le fameux sondage israélien que je vous mentionnais il y a quelques instants nous permet de dire que les Israéliens ne sont pas si bêtes que ça et qu'ils avaient bien compris les enjeux de l'élection américaine. Je voudrais insister sur le fait que le moment Trump et surtout la saison 2, le moment Trump 2, il faut bien le comprendre comme un moment révolutionnaire pour les États-Unis et probablement pour le reste du monde. Le moment Trump, c'est d'abord la preuve que les grilles de lecture, les paradigmes changent tout le temps. Et que la plus grande faute en politique, c'est de rester obstinément avec des grilles de lecture ou des paradigmes qui sont dépassés. Nous avons eu la preuve absolue avec Trump que il faut savoir penser en dehors de la boîte. Deuxièmement, c'est un moment révolutionnaire parce que l'Amérique, qu'on le veuille ou non, et quelle que soit notre affection pour l'Amérique, semblait en déclin. Avec Trump, c'est une Amérique qui a décidé d'enrayer ce déclin et de jouer à nouveau un rôle important dans les affaires mondiales, mais selon son propre script et non pas selon euh, une grille ou un paradigme qui date de 1945 ou même de 1980. Pour Israël, c'est un moment révolutionnaire parce que beaucoup de choses sont passées en Israël depuis le 23, depuis le 7 octobre 2023. Beaucoup de choses sont passées. Israël a, à quel prix, fait la démonstration de sa résilience et de sa capacité de puissance. Il faut encore transformer l'essai. Il faut transformer l'essai à l'intérieur et à l'extérieur, en quelque sorte. Euh, c'est une situation qui est en miroir avec ce qui se passe aux États-Unis, peut-être. Et la possibilité, la potentialité existe dans le cadre du moment Trump. C'est pour le Moyen-Orient une possibilité également de sortir d'un certain nombre de contradictions. Je dirais que entre la victoire au moins partielle d'Israël depuis une quinzaine de mois et l'élection de Trump, euh, la meilleure partie du Moyen-Orient peut reprendre confiance. La logique des accords d'Abraham reprend l'avantage. Euh, vous pardonnerez au Lir Hadash que je suis d'avoir encore une pensée pour la vieille Europe et je dirais que le moment Trump peut être une opportunité et peut être révolutionnaire en ce sens pour l'Europe puisque le décapage Trump met les Européens devant leurs responsabilités et peut susciter
une mobilisation pour accepter les défis du présent et y réagir de la manière la plus intelligente possible. Je vous remercie de votre attention, de votre patience et je serai très heureux de bavarder avec vous si vous le souhaitez. On va laisser le temps pour quelques questions. Moi, je commencerai par une question. Est-ce qu'il pourrait, Trump, relancer son fameux plan du siècle pour une paix entre Israël et les Palestiniens, ou alors un autre plan? Et peut-être juste quelques mots sur Jimmy Carter, qui est décédé récemment. Ah. On commence par Jimmy Carter. Nous avons entendu un très grand nombre disons, d'éloges funèbres, pleins de componctions à propos de la disparition de Jimmy Carter à l'âge biblique de 100 ans. La réalité n'est pas que Jimmy Carter ait été un mauvais président américain. La vérité n'est pas qu'il ait été un président anti-israélien, ce qu'il a été. La réalité est que Jimmy Carter a été un non-président. C'est une histoire, c'est un mystère en pleine lumière. C'est une histoire dont toutes les preuves matérielles existent, mais que l'on ne sait pas assez. Tout a commencé au moment de la grande crise américaine entre le Vietnam et le Watergate. À ce moment-là, un certain nombre de grandes fondations américaines, la fondation Carnegie et la fondation Rockefeller, s'inquiétant pour l'avenir du pays et croyant que la chute de Nixon aura des conséquences très graves pour, disons, la santé politique et la puissance générale des États-Unis, ces fondations s'engagent dans un grand projet de remodelage de l'ordre mondial et de remodelage de la politique américaine. Et ce projet, il est euh, confié, piloté par un universitaire brillant d'origine à la fois polonaise et canadienne qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski dit à peu près ceci. Je ne dis pas que tout dans ce que dit et pense Brzezinski soit méprisable, il y a beaucoup d'idées intéressantes. Il dit en gros, l'Amérique est sur le point de piloter une nouvelle révolution économique et technologique. Ça, c'est une bonne vision des choses, même si peut-être la révolution technologique que voyait Brzezinski n'est pas celle qui s'est réellement produite quelques années plus tard. Et cette révolution, pour pouvoir mener à bien cette révolution, il faut un président et une administration dans lesquels tout le monde ait confiance. Et donc, voilà le portrait robot du bon président. Le bon président doit être un homme nouveau, un homme qui ne vient pas du cœur des États-Unis, mais plutôt d'un État périphérique, un homme qui a eu sa propre euh, entreprise, c'est une chose qui parlera à tous les Américains, un homme qui a des convictions religieuses, mais qui en même temps est un partisan convaincu des droits humains. Euh, il dresse donc un produit, pardon, un portrait robot de ce président, et finalement, il trouve son candidat, et son candidat, c'est un gouverneur d'un petit État du sud des États-Unis, planteur de cacahuètes, comme vous savez, ce qui en soi n'est pas un sot métier, et qui s'appelle Jimmy Carter. Et Brzezinski va être, pendant toute la présidence de Carter, il va être en réalité, plus que l'éminence grise, il va être le véritable patron de l'administration Carter. Carter n'a jamais été du début
de ses 4 ans calamiteux jusqu'à la fin. Il n'a jamais été qu'une marionnette. On a beaucoup dit que Joe Biden était une marionnette pendant les 4 ans de son, sa propre administration, mais je vous assure que Joe Biden était un modèle de réalité politique à côté de Jimmy Carter. Alors, la seule chose vraie et profonde qu'il y avait dans Jimmy Carter, en définitive, c'était son antisémitisme. Et c'était un antisémitisme qui était un antisémitisme de prédicateur, parce qu'il n'était pas seulement, euh, disons, producteur d'arachides, mais il était aussi prédicateur protestant dans une église locale dans le sud des États-Unis. Et en tant que tel, c'était un homme imbu d'une théologie chrétienne ancienne, protestante pour le coup, non pas catholique, ancienne, qui persistait à considérer les Juifs comme des gens qui avaient été remplacés par le christianisme, par des gens dont l'utilité religieuse n'existait plus, s'était évanouie, et des gens qui étaient devenus un facteur négatif dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Quand Jimmy Carter a fini son deuxième mandat, et dois-je vous rappeler comment il l'a fini? Il l'a fini par un désastre en politique internationale, puisque en face de lui, il y avait l'URSS qui normalisait la Pologne, ce qui a fait beaucoup de peine à Brzezinski, et qui envahissait l'Afghanistan. Euh, en plus de cela, c'était une Amérique où la plus grave crise économique depuis la crise de 1929 était en train de se développer. C'était la crise de ce qu'on appelait la stagflation, c'est-à-dire un mélange de stagnation économique et d'inflation galopante. Quand Jimmy Carter, donc, a été remplacé par Ronald Reagan, qu'est-ce qu'il a fait? Il était encore jeune, donc il a fait ce que beaucoup de la quasi-totalité des anciens présidents américains font. Il a créé une fondation à son nom. C'est la fondation de Jimmy Carter. Et cette fondation de Jimmy Carter, chose étonnante, a été financée à 100% par les pays arabes. D'abord l'Arabie saoudite, puis plus récemment par le Qatar. Et chose surprenante, ou pas surprenante du tout, cette fondation a essentiellement soutenu les droits des Palestiniens face au colonialisme, au racisme et à l'apartheid israélien. Jimmy Carter est un homme qui a rencontré tous les dirigeants palestiniens, y compris les honorables dirigeants du Hamas. C'est un homme qui s'est rendu à Gaza à plusieurs reprises. C'est un homme qui a condamné le génocide israélien contre les Palestiniens dès 2014. Voilà quel est le personnage. Et je crois qu'il est important de le répéter. Euh, le premier élément de votre question, excusez-moi, je ne me rappelais plus. Le plan du siècle. Ah oui, le plan du siècle. Écoutez, le plan du siècle a eu un début de réalisation en 2019 à travers les accords d'Abraham, qui constituent une percée absolument spectaculaire dans les relations entre l'État d'Israël et des pays arabes. Ça a été interrompu tout simplement par la non-réélection de Trump. Ça a été ensuite, disons, euh, placé en stand-by avec le début de la guerre iranienne contre Israël, puisque tout ce qui se passe depuis le 7 octobre 2023 n'est rien d'autre qu'une vaste guerre iranienne contre Israël. Nous, avons, nous savons que le point prochain, ce serait de faire entrer l'Arabie saoudite dans ce schéma. On sait que l'Arabie saoudite s'était intéressée aux premiers accords d'Abraham en 2019, qu'elle les avait soutenus. Est-ce qu'elle-même a décidé d'aller dans la même direction? On a entendu de la part des dirigeants saoudiens
des propos répétés sur la nécessité de résoudre d'abord le problème palestinien à travers la création d'un État palestinien. La seule question véritable, c'est de quel État palestinien parlerait-on? Quand nous écoutons des collaborateurs directs de Trump, collaborateurs dans la première administration, collaborateurs actuels, l'État palestinien envisagé, ce serait en gros la zone A actuelle en Israël et rien de plus que cela. Est-ce que réellement c'est ça le plan du siècle? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je m'en tiens à ce que je vous ai dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que euh, les Trumpistes, le milieu qui a élu Trump est massivement pro-israélien. C'est que l'administration que Trump a lui-même choisie, y compris au poste stratégiquement important pour le Moyen-Orient, depuis le secrétaire d'État au secrétaire de la Défense, au directeur national du renseignement, etc., etc., tous ces postes ont été attribués à des personnes pro-israéliennes à 100%. Alors, bien entendu, personne ne sait exactement ce qui va se passer, personne ne peut prévoir ce qui va se passer, mais nous avons au départ euh, un jeu gagnant entre les mains. Nous allons voir si ce jeu va être bien utilisé ou pas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des informations sur comment Trump gérerait les relations avec la Turquie de M. Erdogan? Ah, vaste programme, vaste programme. Écoutez, ce que je peux dire sur ce plan, c'est que l'un des gros problèmes que nous avons avec la Turquie, quand je dis nous, les Israéliens, les Européens, les Américains, c'est que la Turquie fait partie de l'OTAN. Nous sommes dans ce cas de plus en plus difficile à accepter d'un pays musulman, islamiste, d'un pays qui ne joue le jeu en aucune manière et qui se trouve au cœur du principal dispositif sécuritaire international et du principal dispositif sécuritaire qui défend le monde occidental. Lorsque Trump dit il y a un problème avec l'OTAN comme il fonctionne aujourd'hui, cela sous-entend que tout peut être remis euh, sur le tapis. On peut finalement se poser la question du maintien d'une structure qui a intégré un pays tel que la Turquie. En tout cas, c'est une situation différente de celle qui consiste à dire ben, il n'y a rien à faire contre la Turquie parce qu'elle fait partie de l'OTAN. Il y a une ouverture stratégique qui est tout à fait importante à ce sujet. Nous savons que Trump euh, est persuadé que le monde entier est surtout dirigé par des, entre guillemets, hommes forts, que les hommes forts ont du respect pour les autres hommes forts et que, comme il est lui-même un homme fort, il se fera respecter par tout le monde. Il y a probablement dans son idée le sentiment que tout le monde, y compris Erdogan, auront plus de respect pour lui que pour une Kamala Harris, par exemple. C'est possible, c'est probable. Nous allons bien voir ce que les événements vont nous apporter sous peu. Mais je répète, quand vous regardez toutes les personnes qu'il a nommées à tous les postes essentiels de son administration, nous n'avons que des gens qui se méfient de la Turquie. J'aurais voulu savoir quelle a été votre lecture dans. Vous avez sûrement entendu parler de l'interview de Blinken il y a 3 jours, qui faisait un peu une genre d'interview testament, au cours de laquelle il a. Bon, Anthony Blinken, c'est aujourd'hui, si j'ai bien compris, l'homme en possession de tous ses moyens qui est le plus puissant du monde libre.
puisque son chef n'est apparemment pas en possession de tous ses moyens. Donc, et dans cette interview, il a déclaré deux choses, dont une qui, à mon avis, est inadmissible. Je voulais savoir quel était votre avis. Il a estimé qu'il ne comprenait pas comment, après le 7 octobre 2023, euh, l'ensemble des pays en chœur ne demandent pas immédiatement la reddition du Hamas, le fait qu'ils déposent les armes et le fait qu'ils rendent les otages. Il ne comprenait pas comment le monde entier n'avait pas demandé ça. Donc lui, il n'a pas demandé non plus. Je voulais savoir quelle était votre lecture d'un aveu. Est-ce que c'est vraiment de la naïveté? Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que la préoccupation de Blinken au point où nous en sommes est, disons, euh, de quitter la scène sur, sur de belles paroles et un beau geste. Maintenant, disons les choses brutalement. Il y a eu toutes sortes de gens dans l'administration Biden. L'administration Biden était une administration sous influence. Euh, il y avait des vieux démocrates incontestablement pro-israéliens et des néo-démocrates violemment anti-israéliens qui ont coexisté sous la même étiquette. Blinken, incontestablement, n'était pas un anti-israélien, n'a pas été un anti-israélien. On peut, du point de vue israélien, ne pas avoir été entièrement satisfait euh, de sa diplomatie, de ses déclarations, mais encore une fois, il faut être réaliste et honnête. On ne peut pas dire que les propos que vous mentionnez soient des propos, euh, comment dire, surprenants de la part de Blinken. Maintenant, Blinken est relativement jeune. Nous allons voir à quoi il pense. L'un des grands problèmes du Parti démocrate aujourd'hui, c'est en fait de se réinventer totalement. Parce que l'élection de Trump, je ne l'ai peut-être pas dit assez tout à l'heure, c'est une élection, la deuxième élection de Trump, c'est une élection qui fait voler en éclats le Parti démocrate euh, tel que, tel qu'il est devenu. Voilà ce que je pourrais dire dans l'immédiat. Est-ce qu'on a une idée de l'impact que pourrait avoir Elon Musk sur la politique proche-orientale de Trump? Écoutez, Elon Musk est un mystère pour tout le monde. Euh, on s'accorde à dire que c'est un génie, c'est certainement un génie puisqu'il a amassé une fortune absolument colossale. C'est certainement un homme qui a des visions futuristes importantes qu'on ne peut pas négliger. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'hubris dans le personnage. Euh, En réalité, je n'ai pas trop voulu m'attarder là-dessus, mais on voit déjà une faille dans la nouvelle administration Trump qui est un clivage entre une tendance Elon Musk et une tendance MAGA. Vous savez ce que c'est, les MAGA, Make America Great Again. Vous avez tous vu la casquette rouge MAGA que portent les partisans de base de Trump. Ce sont des gens qui ont des idées simples et sympathiques sur ce qu'a toujours été l'Amérique et ce qu'elle doit rester. En face, nous avons un Musk qui est une sorte d'ovni, qui est une sorte d'extraterrestre, qui, qui vit dans un autre monde, sur une autre planète et avec une autre logique. Et d'ores et déjà, il y a des problèmes. Par exemple, Musk et son entourage se sont prononcés pour le maintien d'une, entre guillemets, immigration de qualité pour maintenir, par exemple, le high-tech américain, alors que pour les MAGA, il faut donner absolument la préférence nationale aux Américains dans tous les secteurs économiques, sans arrêter l'immigration légale. Mais tout de même, il y a cette idée de préférence nationale. Euh, donc, voilà, il y a un grand mystère sur Elon Musk et sur ce qui va se passer à son sujet. Elon Musk est venu en Israël, a eu des relations avec, avec Netanyahou.
Je crois que le côté futuriste d'Israël l'a intéressé. Euh, Ensuite, nous verrons. Oui. S'il ne se passe rien de particulier, l'Iran aura dans pas très longtemps la bombe nucléaire. Est-ce qu'on a une idée de l'attitude à venir possible de Trump vis-à-vis de l'Iran et du problème de la bombe, avec ou sans Israël? Ce que je peux vous dire, c'est que la quasi-totalité de l'administration Trump 2 regarde un Iran nucléaire comme un danger maximum. Voilà. Ensuite, comme disait Napoléon de la guerre, Napoléon disait que la guerre est un art simple et tout d'exécution, la politique aussi. Une question sur les otages. Qu'est-ce que Trump peut faire concrètement pour arriver à une solution Eh bien, Trump a commencé par dire qu'il fallait absolument que les otages soient libérés. Il a dit que les otages américains devaient être absolument libérés, que les otages en général devaient être libérés, que si les preneurs d'otages ne les libéraient pas, ils s'exposeraient à un châtiment spectaculaire de la part des Américains. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit, ce qu'il peut faire. Il y a quand même un précédent que je voudrais noter, c'est la prise d'otages iranienne euh, de, de 1979. Je dois vous rappeler que tout le personnel de l'ambassade américaine à Téhéran a été capturé comme otage par des soi-disant étudiants révolutionnaires iraniens et en fait maintenu en captivité pendant, je crois, me semble-t-il, 400 jours. 400, 444 jours. Et le jour où Reagan est arrivé à la Maison-Blanche, ils ont été libérés. Évidemment, ça ne s'est pas fait entièrement par opération du Saint-Esprit. Il y a eu des négociations très fermes entre les Américains et les Iraniens. Les Iraniens, à l'époque, c'était l'ayatollah Khomeini. Mais enfin, l'ayatollah Khomeini avait compris qu'il n'avait pas intérêt à continuer de jouer au chat et à la souris avec les Américains, comme il l'avait fait sous, euh, sous M. Carter. Je n'ai pas mentionné ce triste épisode, je n'ai pas voulu trop charger la barque à propos des défaillances de Carter, mais il y a eu cela, effectivement, aussi. Donc, il est possible qu'on soit dans un scénario du même type aujourd'hui avec Trump. Nous verrons, encore une fois, nous verrons bien. Je ne peux pour l'instant juger que sur ce que nous savons des lignes générales de la nouvelle administration et sur les personnels qui composent cette administration. Est-ce qu'on peut anticiper les relations entre le gouvernement Trump 2 et toutes les organisations internationales? A priori, Trump 2, comme Trump 1, est anti-globaliste. Donc, il a une mauvaise opinion de l'ONU, des agences de l'ONU. Sous Trump 1, les États-Unis s'étaient écartés de l'UNESCO, avaient arrêté de donner de l'argent à l'UNRWA. Je crois qu'on est sur la même trajectoire avec Trump 2. En tout cas, une fois encore, c'est ce qui ressort de- des propos, des analyses de la quasi-totalité de son entourage. Écoutez, je ne sais pas quelle est votre opinion personnelle, mais mon opinion personnelle, c'est que arrive le moment où on ne peut plus réparer ce genre d'institutions, où ils sont arrivés au degré extrême du délitement, et il devient beaucoup plus dangereux de les garder
que de s'en débarrasser. Je pense, à titre personnel, encore une fois, et je n'ai aucune notion précise des calculs de Trump, mais on peut penser qu'il serait probablement habile, intelligent et pas très coûteux de laisser l'ONU continuer à fonctionner, mais de dire tout simplement, nous ne nous sentons plus liés par les décisions de l'ONU. L'ONU peut être pratique comme éventuellement un forum de discussion, un endroit où on peut prendre un café et bavarder, mais pour le reste, nous n'attachons plus d'importance à l'ONU. Et s'il doit y avoir des organisations internationales, créons de nouvelles organisations internationales avec des pays qui existent vraiment. Dois-je vous rappeler qu'à l'ONU aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays qui existent très peu, c'est-à-dire enfin, des pays qui sont acceptés par courtoisie, mais qui n'ont absolument pas les caractères d'un pays indépendant. Et vous avez des pays qui n'existent plus du tout. La Libye existe-t-elle? La Somalie existe-t-elle à l'heure actuelle? Et pourtant, ces pays, la Syrie existe-t-elle vraiment aujourd'hui? Pourtant, ces pays votent. Ces pays ont un droit de vote aux Nations Unies, font partie de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça, c'est le genre de sottise auquel Trump a dit il faut mettre un terme désormais. Merci. C'est peut-être anecdotique, mais il y a plus de 20 ans, le monde entier suivait le feuilleton Monica Lewinsky avec Clinton. Et on allait même jusqu'à l'empêchement, etc. Et là, avec Trump, ces phrases, ces arrangements judiciaires, ces condamnations, etc., ça a l'air d'être d'un revers de manche complètement rejeté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'Amérique qui a changé? Est-ce que c'est Trump qui s'impose? Ou est-ce que finalement, ces mouvements de wokisme, etc., ne sont qu'une minorité et qui ne tiennent pas face au mouvement national et qui a Ce sont les trois choses en même temps. Ce sont les trois choses en même temps. Et ça, c'est le moment Trump actuel. Et ce moment, s'il ne se perd pas dans les sables, Trump ne veut vraiment pas que ça se perde dans les sables, eh bien, c'est effectivement une opportunité considérable pour le reste du monde, et en particulier pour les pays occidentaux, pour l'Europe, si elle est capable encore de se ressaisir, pour Israël et les meilleurs de ses voisins. Tout cela peut être envisagé.